la fonction esthétique. Il y a d'autres qui l'appellent la fonction ornementale. L'esthétique, dans ornement, vous avez le verbe orner. Là, c'est avant tout la beauté. Orner, quelqu'un qui orne, c'est parce qu'il met l'accent sur l'attirance. Il veut attirer qui? Attirer le monde extérieur. Donc, si on dit que le poète est un artiste, nous en faisons entrer tout simplement de produire des œuvres capables de susciter l'admiration chez le lecteur. Son but, c'est de montrer son talent artistique. Et si le poète met l'accent sur la beauté formelle, sans aucun doute, la poésie sera le fruit d'un travail technique. Dans le cadre de la dissertation, et que l'élève doit parler de la fonction esthétique dans une partie de dissertation, on vous a dit que dans la dissertation, au minimum, vous avez deux paragraphes. Quand on parle de paragraphe, on parle d'idées directrices. Les deux idées directrices doivent porter sur le thème partiel, c'est-à-dire sur le thème de la partie, mais les deux idées directrices ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez compris? Cela veut dire que vous avez parlé de l'esthétique en deux facettes différentes. Sur ce, la méthode qui vous permet de réussir cela, c'est de maîtriser les mouvements littéraires, parce qu'il y a plusieurs démarches pour aborder une partie de dissertation en créant des paragraphes. Mais je vais mettre l'accent sur deux éléments, la notion de conformisme et la notion d'anticonformisme. Mais Renaissance, c'est renouveau. Que ce soit dans le domaine des arts, à savoir la littérature. Parce que la littérature est avant tout un art. Une génération de poètes qui sont des humanistes, mais qui mettent l'accent uniquement sur la poésie. Et ce groupe de poètes sera appelé la Pléiade. Est-ce que vous comprenez? Ce groupe de poètes est appelé Pléiade. 7 poètes qui étaient dans un même établissement dirigé par Jean Zora. On l'appelle l'école Cacré. Des poètes qui maîtrisaient très bien le latin, mais qui vont avoir pour mission de valoriser la langue française à travers la publication de défense et illustration de la langue française par Joachim Dubolet. Le but, c'est de faire en sorte que la littérature française soit valorisée pour qu'elle puisse rivaliser avec les autres langues, à savoir la langue latine. Est-ce que vous avez compris? Là, ils vont penser que donc les œuvres, que ce soit des œuvres philosophiques, des œuvres scientifiques, ils doivent être écrites en français pour que la langue s'enrichisse naturellement. On ne peut pas valoriser une langue sans travailler les mots. Est-ce que vous avez compris? Là, la parole, l'écriture, la forme va prendre une place cruciale. C'est là où on va démarrer, où démarre l'attirance. Est-ce que vous avez compris? Pour ramasser, après la Pléiade, qui est un démembrement de l'humanisme et qui met l'accent uniquement sur la poésie et qui parle de poésie, parle de l'art, c'est au XVIIe siècle qu'on va noter une génération de poètes qui vont vraiment poser les fondements de la poésie moderne. C'est là où débute ce qu'on appelle c'est là où on note la mise en place des règles d'écriture, des règles qu'aucun poète n'aura le droit de transcender. Mais ces règles-là sont instaurées dans l'intention tout simplement de produire des œuvres de beauté, mais dans l'intention d'atteindre une pureté et une sorte de beauté formelle, parce que l'intention du poète, quand il produit, parlant de l'esthétique, c'est d'attirer. Il met l'accent sur l'attirance. Est-ce que vous avez compris?
Ces poètes, on les appelle les poètes du classicisme. Il faut tout simplement voir le contexte de l'apparition du classicisme. Parce que c'est le XVIIe siècle, une période dominée par le théâtre. Mais si on parle de théâtre, il ne faut pas penser tout simplement. Il faut savoir que le XVIIe siècle, on parle de poésie dramatique. Les poètes étaient des, ces écrivains étaient des poètes et des dramatistes parce que le théâtre était écrit sous les normes de la versification. On parlait de poésie dramatique au XVIIe siècle. Et cette période-là, même avant de parler des classiques, c'est une période marquée par de très grands poètes qui sont de véritables techniciens. Je vais prendre l'exemple de Malherbe, qui a déclaré que seuls ses vers vont lui assurer l'immortalité. Malherbe est un technicien des mots. Il est un ingénieur des vers. Il est capable de jouer avec les mots. Ses écrits sont de véritables œuvres d'art en regardant uniquement la forme. Et pour lui, la poésie, c'est tout simplement le fruit d'un travail technique. Le poète doit avoir les capacités de manipuler, de jouer avec les mots pour susciter le plaisir, c'est le lecteur. Donc naturellement, la poésie devient inutile. La poésie devient frivole. Parlant à son ami Racan, Malherbe déclare: toute la gloire que nous pouvons espérer et qu'on dira que nous avons été deux excellents arrangeurs de syllabes. Et le poète n'est pas utile à l'état qu'un bon joueur de qui. Vous connaissez très bien cette citation. Le poète n'est pas utile à l'état qu'un bon joueur de qui. La poésie n'a pas une autre mission. Le but du poète, dès qu'il prend sa plume, c'est de jouer avec les mots et susciter le plaisir, c'est le lecteur. Hâtez-vous lentement, sans perdre le courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il ajoute: sans la langue en un mot, l'auteur le plus divin est, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Donc le poète doit maîtriser le langage. Le poète doit maîtriser la langue, être capable de jouer avec les mots, avoir les capacités de donner du plaisir à ses lecteurs. Est-ce que vous avez compris? C'est exactement ce qu'on appelle la fonction ornementale des classiques. Mais cela se fait à la base des règles d'écriture. C'est là d'où la notion conformiste. Cela se fait à la base des règles d'écriture. Ils ont mis en place des règles de versification qu'il faut respecter pour atteindre cette pureté, pour atteindre cette beauté formelle. On est d'accord? Maintenant, à la fin du classicisme, c'est l'ère de nouveaux mouvements littéraires. Ils sont tous des artistes. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Ils sont tous des artistes. Ils sont tous de véritables techniciens du vers. Ils sont tous des ingénieurs des mots qui maîtrisent la versification. Ils sont tous des artisans du mot. Ils maîtrisent tous le langage. Et ils sont tous capables également de susciter le plaisir, c'est le lecteur. Mais à eux maintenant de choisir, est-ce qu'ils vont se conformer à ces règles mises en place par les classiques ou bien de ne pas se conformer à ces règles d'écriture. Donc après que les classiques ont posé les règles d'écriture, c'est au 19e siècle qu'il faut noter que les parnassiens, pour eux, il faut créer un nouveau langage. Pour eux, la poésie n'a pas d'utilité. Pour eux, la poésie doit rejeter l'épanchement lyrique. La poésie doit rejeter tout caractère utilitaire. La poésie doit être réduite uniquement à une activité de beauté formelle. De sorte qu'on parlait de l'expression, le culte du beau. Maintenant, ce mouvement parnassien est marqué par la théorie de Théophile Gautier, l'art pour l'art, théorisé dans la préface de Mademoiselle Maupin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à tout ce qui est utile est laid. Il faut essayer de comprendre d'abord la citation. Il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. Pour lui donc, la poésie n'est pas utile. Comme tout ce qui est utile est laid. La poésie n'est pas utile. Donc la poésie, elle est belle.
Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça. Donc ils ne sont pas pour l'engagement, ils ne sont pas pour l'expression des sentiments personnels, mais ils sont uniquement pour ce qu'on appelle la beauté formelle. Ils sont pour donner du plaisir au lecteur. Et d'ailleurs même, Théophile Gautier l'a bien prouvé lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que la poésie. Il a dit que la poésie c'est un art. Et l'art, c'est la liberté. L'art, c'est l'effervescence, c'est l'épanouissement de l'âme dans l'oisiveté. L'oisiveté, c'est sans préoccupation. Donc, pour les Parnassiens, le poète n'a pas de préoccupation au sein de la société. La poésie n'est pas le fruit de l'inspiration qui vient du monde extérieur. Mais la poésie, c'est tout simplement de la beauté formelle. La poésie se réduit, comment dirais-je, la poésie se suffit à elle-même. La poésie s'enferme dans l'absolue gratuité. La poésie est un art qui est gratuit. C'est pourquoi, répondant à son ami Théodore de Banville, dans l'art, Théophile Gautier va dire l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Donc c'est cette notion de beauté qu'il faut maîtriser. Mais pour eux, que ce soit les Parnassiens ou bien les classiques, pour atteindre cette beauté et cette pureté qui peut donner du plaisir au lecteur, il va falloir passer par l'obéissance à des règles d'écriture qui ont été établies auparavant par les poètes du classicisme. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle le conformisme dans l'esthétique de la poésie. Il faut adhérer, il faut se conformer, soumettre à ces règles qui ont été mises en place par les poètes du classicisme depuis le XVIIe siècle pour atteindre ce qu'on appelle la beauté formelle dans l'intention de donner du plaisir, dans l'intention d'enthousiasmer les lecteurs. Maintenant, comme il y a des poètes qui acceptent de se conformer aux classiques, d'autres, ils veulent exprimer leur liberté d'écriture. On les appelle les anticonformistes. L'anticonformisme débute avec notamment des poètes de manière claire comme Victor Hugo avec l'arrivée du romantisme. Parce que pour lui, le romantisme c'est la libération dans la littérature. C'est Victor Hugo qui sera le premier à montrer que certaines règles du classicisme constituent des contraintes pour le poète. Donc il ne faut pas totalement obéir à ces règles. Et il va déclarer 8 brigands, jacobins, maladins, j'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin et j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Il va créer un alexandrin qu'on va appeler l'alexandrin romantique, et cet alexandrin romantique va